Thank you very much. Now, our next speaker is His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo. Thank you very much. Madame la Présidente de la Commission européenne, chère Ursula, Excellence, Monsieur le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola et Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, du secteur privé et de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'intervenir à cette édition du Global Gateway Forum qui s'impose année après année comme une plateforme décisive de partenariat d'infrastructures, d'énergie, de connectivité et d'innovation entre l'Afrique et l'Europe. Je salue le leadership de l'Union européenne qui, dans un contexte géopolitique et géoéconomique exigeant, fait le choix de lier la relance de la connectivité mondiale à des principes de transparence, de durabilité et de réciprocité. La République démocratique du Congo vient à Bruxelles avec une conviction simple. Nous offrons des solutions. Pays continent au cœur de l'Afrique, riche de ressources stratégiques et d'une jeunesse audacieuse, mon pays est engagé dans une transformation profonde, énergétique, numérique, démographique et écologique, et il souhaite l'ancrer dans un pacte de maturité avec tous ses partenaires, notamment l'Europe, un partenariat d'égal à égal, aligné sur les priorités de nos peuples et ouvert au co-investissement privé. Dans cette dynamique, permettez-moi de vous présenter quelques initiatives phares portées par la République démocratique du Congo et en lien direct avec les piliers du Global Gateway. Il y a en premier lieu le corridor de Lobito. Aux côtés de l'Angola et de la Zambie, la République démocratique du Congo s'est engagée à faire de ce corridor un levier d'intégration régionale, de souveraineté logistique et d'industrialisation. Un investissement initial de plus de 1,6 milliard de dollars américains permettra d'ici 2030 de tripler la capacité d'exportation annuelle de minerais critiques de 3 à 10 millions de tonnes. La modernisation et l'extension de la dorsale ferroviaire, longue de 1300 km, reliant les zones minières de la Copper Belt à l'océan Atlantique, ne vise pas seulement à transporter des minerais, elles doivent ancrer des chaînes de valeur locales avec des zones économiques spéciales, des hubs logistiques, des plateformes de transformation, des centres de formation en cohérence avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Notre objectif est clair, transformer davantage en Afrique, créer des emplois de qualité et fluidifier les échanges continentaux. Dans le prolongement de cette ambition, le mémorandum d'entente Union européenne-République démocratique du Congo consacre un partenariat structurant fondé sur la traçabilité, la lutte contre l'exploitation illégale et la transparence des flux. Il prévoit le renforcement des capacités congolaises, de la recherche géologique à la transformation locale et l'essor
de clusters industriels dans le plein respect des normes sociales et environnementales. L'ambition est là aussi explicite, transformer, assembler, créer de la valeur sur place et former une main-d'œuvre qualifiée. Cette dynamique va s'appuyer sur des infrastructures complémentaires, notamment logistiques et énergétiques, à commencer par le corridor de Lobito, mais aussi le futur apport du projet du Grand Tinga. En effet, fort d'un potentiel hydroélectrique unique, le Grand Tinga peut devenir le socle d'une industrialisation décarbonée en Afrique centrale, tout en soutenant l'émergence d'usages d'avenir, hydrogène vert, corridors électriques régionaux, offres compétitives pour l'industrie et les services numériques. Nous proposons d'inscrire le projet Grand Tinga dans le pipeline du Global Gateway avec des mécanismes de financement innovants, des garanties, des contrats d'achat d'électricité de long terme et une gouvernance exemplaire sur les plans environnemental et social. Je le dis avec la plus grande conviction. Aucun agenda mondial de transition énergétique n'est crédible sans l'Afrique centrale. Il est donc temps de transformer ce constat en action. Enfin, à l'échelle des territoires, le couloir vert Kinshasa-Kivu s'inscrit dans la même logique d'impact local et d'interconnexion stratégique. Projet intégré combinant infrastructures routières, connectivité numérique, électrification décentralisée et valorisation des chaînes agricoles, il reliera des milliers de kilomètres d'axes à des plateformes logistiques et à des mini-réseaux pour désenclaver, numériser et bancariser des centaines de localités aujourd'hui isolées. Situé au cœur de l'un des plus grands ensembles forestiers tropicaux, avec une aire protégée la plus vaste au monde, s'étalant sur une superficie de 540 000 km², le couloir vert Kinshasa-Kivu fait de la protection des forêts parmi les plus intactes de la planète et de la préservation de la biodiversité du bassin du Congo les fondements même du projet, afin que conservation de la nature et développement se renforcent mutuellement au bénéfice des communautés locales et du climat mondial. Déjà soutenu par l'Union européenne à travers l'initiative Global Gateway, le couloir vert constitue un projet de cohésion territoriale majeur. Il vise à recoudre le tissu économique et social, ouvrir de nouveaux marchés aux producteurs, revitaliser l'économie locale et renforcer la résilience des communautés. Ce projet emblématique améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes hommes et femmes démobilisés des groupes armés, contribuant ainsi à une paix durable dans nos provinces orientales longtemps éprouvées par l'instabilité. Une initiative historique qui illustre ce que l'Afrique et l'Europe réalisent lorsqu'elles s'écoutent, co-construisent et investissent dans les projets à fort impact humain et à haute valeur ajoutée locale. Dans un autre registre, l'essor mondial des centres de données d'intelligence artificielle impose une équation nouvelle. Une énergie abondante et verte pour soutenir une économie numérique sobre en carbone. La République démocratique du Congo entend se positionner comme un partenaire stratégique pour relever ce double défi énergétique et numérique. C'est dans cet esprit que nous envisageons, à proximité du complexe de Grand Tinga, la création d'une zone économique spéciale dédiée à l'industrie de la donnée,
réunissant 3 atouts essentiels: une énergie propre, une connectivité transcontinentale par fibre optique et un cadre incitatif favorable à l'implantation de centres de données à portée mondiale. À travers ces projets structurants, notre ambition est limpide: faire de l'Afrique centrale un levier stratégique de la révolution numérique mondiale, non plus seulement en tant que pourvoyeur de ressources, mais comme une terre de transformation, d'innovation et de souveraineté technologique partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, aucun développement durable ne peut s'enraciner sans stabilité. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre peuple subit une agression flagrante menée par des groupes rebelles lourdement soutenus par un État voisin, en violation du droit international, de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Et là, permettez-moi de m'arrêter sur cette question, parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Monsieur le Président, vous le savez très bien, depuis que j'ai été élu en 2019, lors de mon premier mandat, je suis allé voir tous mes 9 voisins, plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les 2 seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui
a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar avec son émir qui s'était aussi impliqué. Merci également à l'Union africaine, aujourd'hui représentée par le président Faure Gnassingbé, désigné par le président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, le président Lorenzo, qui aussi est à nos côtés pour ça. Je crois que cet appel est la preuve que la République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix, la véritable paix qui va entraîner la stabilité et permettre le développement de cette région qui, pour moi, est l'une des plus belles régions du monde, c'est-à-dire cette région des Grands Lacs. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Excellences, Mesdames et Messieurs, excusez-moi cette digression, je reviens dans mon discours. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement d'opérationnaliser la feuille de route émanant de l'accord de partenariat signé en 2023 et confirmer le vœu de le voir fondé sur les réalités d'aujourd'hui, les ambitions de demain et la mémoire des erreurs d'hier. Nous sommes prêts, mais ce futur, nous voulons le construire ensemble, dès à présent, dans la transparence, dans l'équité et dans le respect mutuel. L'Afrique vous attend, la République démocratique du Congo vous accueille. Je vous remercie.